Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. En Guinée, le processus électoral perd le soutien de l'OIF. Des irrégularités ont été recensées par l'organisation à propos du fichier électoral. Elle sera effective en juillet 2020. La ZLECAf, la zone économique de libre-échange continentale en Afrique, est le projet phare de la Commission économique pour l'Afrique. Et enfin, inauguration du parc éolien de Taïba Ndiaye au Sénégal. L'infrastructure permettra d'alimenter 2 millions de personnes en électricité. À l'approche du double scrutin prévu le 1er mars en Guinée, l'Organisation internationale de la francophonie retire son soutien au processus électoral. Un véritable coup de tonnerre qui remet en question la fiabilité des élections législatives et du référendum constitutionnel. L'organisation a relevé des irrégularités à propos du fichier électoral, un sujet réalisé par Gladys Mamba. À moins d'une semaine de la tenue des consultations à haut risque, l'OIF désiste. L'Organisation internationale de la francophonie, qui accompagnait le processus électoral en Guinée jusqu'à présent, a remis en cause le 24 février la régularité du référendum constitutionnel et des élections législatives prévues le 1er mars. L'OIF a décidé de suspendre sa participation à ce processus électoral, un affront à la CENI et aux autorités guinéennes. Nous disons que c'est difficile de continuer à soutenir le processus électoral en Guinée au vu de la confusion qui l'entoure. C'est problématique qu'on ait encore plus de 2 millions d'électeurs pas identifiables ou décédés sous les listes. Les irrégularités dénoncées par l'OIF portent sur son audit effectué en 2018 avec les Nations Unies et l'Union européenne du fichier électoral guinéen datant de 2015, un audit qui dénombrait 2,49 millions d'électeurs dont la présence était irrégulière. Une purge était nécessaire selon l'organisation pour évincer les cas d'électeurs décédés ou les doublons. L'OIF a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne validerait pas ces consultations en l'absence d'un consensus national trouvé sur le nombre d'électeurs. Mais ce qu'il faut dire, et ce qui est plus important, cette décision ne va jamais influer sur la marche du scrutin, parce qu'elle ne pourra jamais empêcher la tenue du scrutin du 1er mars. Et aujourd'hui, toute décision qui n'amènerait pas à arrêter ou à faire arrêter le processus en cours, c'est une décision qui n'a pas sa raison d'être et qui n'a pas de sens. La décision de l'OIF de se retirer du processus électoral guinéen réjouit l'opposition qui avait déjà annoncé le boycott des élections et qui voit dans ce désistement de l'OIF un soutien à ces contestations organisées depuis 4 mois. Des contestations pour protester contre une réforme constitutionnelle et contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer un 4e mandat. Il est à noter qu'au début du mois de février, 7 commissaires, membres de la CENI, s'étaient retirés pour protester, selon eux, contre la gestion opaque du processus électoral. Le Cameroun répond à la France à la suite de l'incident au Salon de l'Agriculture à Paris. Le 22 février dernier, le président Emmanuel Macron avait été interpellé par un activiste camerounais. Le militant l'avait exhorté à condamner les violences attribuées à l'armée camerounaise dans l'ouest anglophone du pays. Le chef de l'État français avait donc promis de faire pression sur le président Paul Biya. Dans un communiqué de 8 pages, le gouvernement camerounais a rejeté les accusations de l'activiste. L'analyse de Nelly-Claude Bessard. Les déclarations controversées du président français Emmanuel Macron au sujet de la situation socio-politique au Cameroun continuent d'alimenter la polémique au sein de l'opinion publique. Après la sortie du gouvernement camerounais, c'est au tour de la présidence de la République de réagir. L'institution républicaine qui a exprimé à travers un communiqué sa profonde préoccupation au sujet du contenu de l'échange entre le président français et un activiste le 22 février 2020 à Paris, rejette fermement tant les allégations mensongères de l'activiste que les propos surprenants du président français Emmanuel Macron. Le président de la République est pleinement engagé dans l'accomplissement de la lourde et exaltante mission que Dieu Tout-Puissant et le peuple souverain lui ont confiée. Il n'a pas besoin pour ce faire de pression extérieure. Depuis la survenance de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il n'a ménagé aucun effort pour y trouver des solutions pacifiques. Ces efforts ont culminé avec la tenue du grand dialogue national dont les recommandations sont progressivement mises en œuvre. Dans ce même communiqué signé par le secrétaire général de la présidence de la République,
publique, Ferdinand Ngongo a réitéré l'appel lancé le 10 septembre 2019 par le chef de l'État au pays qui abrite les promoteurs de la haine et de la violence au Cameroun d'agir contre ces criminels et leur a demandé de se garder, de se laisser instrumentaliser par leur propre propagande mensongère. On est là dans une perspective qui atteste que la France, en réalité, a maille à partir avec les dirigeants camerounais actuels et qu'elle n'a plus un autre moyen de s'exprimer que de se positionner derrière des activistes qui, au fond, n'ont aucune légitimité à parler, soit au nom du peuple camerounais, soit au nom du Cameroun. Au reste, les autorités camerounaises demandent à leurs concitoyens de garder leur calme, de vaquer tranquillement à leurs occupations et de continuer, comme par le passé, à œuvrer au renforcement des liens d'amitié historiques qui existent entre le Cameroun et la France. La zone économique de libre-échange continentale en Afrique sera effective en juillet 2020. Projet phare de la Commission économique pour l'Afrique, la ZLECAf vise à faciliter le commerce intra-africain. Elle pourrait également rapporter à l'Afrique plus de 16 milliards de revenus supplémentaires. À la tête de la CEA, Vera Songwe suit avec attention l'avancée du projet. Un sujet de Victoria Seji. Créée en 1958, la Commission économique pour l'Afrique CEA est l'une des 5 commissions régionales de l'ONU. Elle a pour mandat d'appuyer le développement économique et social des 54 pays africains, d'encourager l'intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale. À la tête de l'institution, Vera Songwe suit de très près le projet ambitieux de la zone de libre-échange continentale, dont le démarrage effectif est annoncé pour juillet 2020. Dans un premier temps, elle montre qu'elle serait profitable à peu près 95% des États africains. Car évidemment, il y en a certains États africains qui aujourd'hui importent plus qu'ils exportent. Et pour ces États-là, il va y avoir une période d'ajustement. Et c'est pour cela que très rapidement derrière, nous sommes en train de travailler sur des rapports qui s'appellent les rapports de compétitivité nationale. Et donc nous avons déjà fait 17 rapports aujourd'hui. La zone de libre-échange continentale ouvrira l'accès à un marché de 1,2 milliard de consommateurs, mais l'industrialisation n'est pas encore une réalité. Consciente des défis, Vera Songwe travaille avec sa commission à réduire toutes les disparités régionales, engagée à accompagner les États dans leur dynamique. Nous allons dans les pays, on regarde un peu le tissu économique, on voit dans un cadre de chaîne de valeur continentale régionale, quelle est la chaîne de valeur dans laquelle certains pays, certains secteurs dans certains pays peuvent s'inscrire pour en profiter de la ZLECAf. Et nous sommes en train de travailler pour nous assurer que effectivement ça crée des emplois, c'est plus inclusif. C'est l'organisme des Nations Unies qui opère à 2 niveaux, régional et sous-régional. La CEA mobilise des ressources pour les priorités de l'Afrique. Début février 2020, elle a lancé à cet effet un fonds historique de 100 millions de dollars dédié aux femmes gestionnaires de fonds. Celles-ci ne représentent que 5% en Afrique. Au Sénégal, le président Macky Sall a inauguré la première phase de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye. L'infrastructure est située à une centaine de kilomètres au nord de Dakar, d'une capacité de 158,7 MW. Le parc éolien a coûté 200 milliards de francs CFA, un projet ambitieux qui permettra d'alimenter 2 millions de personnes en électricité. Un reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. 2 millions de Sénégalais vont désormais bénéficier d'électricité à partir de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye dans la région de Thiès. Cette centrale, connectée au réseau de distribution de la Sénélec, la Société nationale d'électricité, assure 15% de la production énergétique de la société. Un projet qui entre dans le cadre de la politique de mix énergétique lancée par le président Macky Sall et qui vise l'accès universel à l'électricité. Considérée comme la plus grande centrale éolienne de l'Afrique de l'Ouest, elle a été inaugurée ce lundi 24 février par le chef de l'État, Macky Sall. Aujourd'hui, joignant l'acte à la parole, nous franchissons une nouvelle étape dans notre marche résolue vers le Sénégal émergent. Le Sénégal émergent, c'est le Sénégal qui carbure, poussé dans son élan par un mix énergétique qui allie toutes nos potentialités afin d'assurer un service continu, de qualité et à des coûts compétitifs. Nous avons là
un mix énergétique qui est en marche, qui permet de projeter le Sénégal parmi les pays qui respectent l'environnement. Ces 46 éoliennes de 117 mètres de haut, construites au bord de l'Atlantique, ont une capacité de 158,7 MW. Ce projet phare a coûté 200 milliards de francs CFA. Le Sénégal passera aussi à l'électricité produite à partir du gaz, encore appelé gaz to power, à partir de 2022, selon le président Macky Sall. Jusqu'à ce jour, nous sommes à près de 22% d'énergie renouvelable, donc d'énergie propre. Et à la fin de cette centrale éolienne de Taïba Ndiaye, nous serons à 30%. Compte tenu du fait qu'à partir de 2022, dans 2 ans plus précisément, le Sénégal passera du gaz à l'électricité, gaz to power, ce qui devra permettre à notre pays d'être l'un des rares qui utilisera quasiment à plus de 90% de l'énergie propre. Car, il faut le rappeler, le gaz est un clean energy, même s'il n'est pas renouvelable. Depuis son élection en 2012, le président Macky Sall a déjà inauguré 4 centrales solaires, dont la plus grande de la sous-région. À terme, les énergies renouvelables devraient composer 30% du mix énergétique du pays et Taïba Ndiaye en fournira la moitié. Le forum Grow Congo s'est ouvert ce mardi à Amsterdam, un événement destiné à promouvoir des investissements dans les secteurs publics et privés. Les principaux enjeux de ce forum, la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'ici 2020. Un reportage de nos envoyés spéciaux Paul Singoué, Corinne Kamdem et les images d'Amadou Njoya. Le forum Grow Congo Invest in Agriculture s'est tenu ce mardi 25 février à Amsterdam aux Pays-Bas. Amsterdam, un choix judicieux pour le Congo qui souhaitait bénéficier de l'expertise hollandaise dans le domaine de l'agriculture. Cette rencontre a été l'occasion pour les acteurs de ce secteur de se rencontrer et d'échanger sur les opportunités qu'offre le marché congolais. Le secteur agricole au Congo, c'est le seul secteur qui offre énormément d'exonérations, aussi bien sur les bénéfices que sur les taxes sur la valeur ajoutée, que sur les taxes liées au salaire. Et toutes ces dispositions, on les a exposées. Bien sûr, tout n'est pas parfait au Congo, mais en même temps, l'histoire aussi a montré, c'est quand c'est difficile que les gens gagnent de l'argent. Et donc, c'est pour ça que c'est peut-être le moment de venir au Congo, parce que quand tout sera parfait, je pense qu'il n'y aura plus de place pour tout le monde. Après le choc pétrolier en 2015-2016, l'économie hors pétrole a accusé une forte récession. Pour la République du Congo, qui souhaite retrouver le chemin vers l'émergence, la bonne gouvernance et l'autosuffisance alimentaire sont primordiales. L'autosuffisance alimentaire demande une transformation du secteur agricole pour réduire l'importation alimentaire qui coûte énormément à l'économie, qui vit déjà mal l'absence de devises. Nous sommes très satisfaits d'être venus ici à Amsterdam pour assister au forum. Et suite à cela, nous sommes très contents que le gouvernement congolais puisse nous accompagner. Et nous disons un grand merci aussi au président de la République le fait d'avoir mis en œuvre des réformes dans le domaine agricole. Que nous sommes satisfaits déjà des résultats. Nous produisons le riz plus précisément dans le Niari, à Louvakou. Donc nous avons déjà 29 000 hectares à Louvakou et nous souhaitons nous étendre jusqu'à 40 000 hectares, voire 50 000 hectares dans le département du Niari. La République du Congo dispose d'un potentiel agricole important avec des atouts certains, à savoir de riches ressources en eau, la disponibilité des terres fertiles, un climat ensoleillé ainsi qu'une main-d'œuvre jeune et abondante. Le Forum Grow Congo aura donc été l'occasion d'amorcer en quelque sorte la relance du secteur agricole et ainsi matérialiser cette recherche de diversification de l'économie nationale. Au Bénin, le trafic au port de Cotonou a chuté de près de 2% en 2019. Il s'établit à 10,09 millions de tonnes contre 10,28 millions de tonnes en 2018. Un chiffre loin des projections du président Patrice Talon qui prévoyait un trafic de 11 millions de tonnes de marchandises. Une contre-performance due notamment à la fermeture des frontières nigérianes le 20 août 2019. L'analyse de Philomentine.
Le Bénin, qui partage plus de 700 km de frontières avec le Nigeria, paye actuellement un lourd tribut de la fermeture des frontières terrestres du Nigeria depuis le 20 août 2019. Le port autonome de Cotonou, qui concentre presque l'économie du pays, avec des activités qui participent à 90% aux échanges commerciaux et jusqu'à 60% du produit intérieur brut du Bénin, a vu son trafic chuter de 1,85% en 2019 en raison d'une part de la fermeture des frontières nigérianes selon certains experts. C'est vrai, il y a le Nigeria, la part du Nigeria, mais il y a aussi la part de la préférence des bateaux de marchandises qui ont préféré Lomé à nous. Mais bien avant l'événement du Nigeria, et c'est dans ce contexte, je crois bien que le président du Bénin avait pris la responsabilité de dire qu'il faut augmenter la performance, il faut voir la compétitivité du port de Lomé et du Bénin. Avec un trafic global cumulé import-export et transbordement de 10,9 millions de tonnes en 2019 contre 10,28 millions de tonnes en 2018, le port autonome de Cotonou a enregistré une contre-performance. Le tonnage global à l'import, transbordement inclus, a baissé de 5% au cours de l'année 2019. Le Bénin importait massivement du riz et le réexportait vers le Nigeria à des prix très bas. Le port est le poumon de l'économie du Bénin, donc il faut vraiment faire en sorte que le port renaisse ses faiblesses afin que le développement suive par les investissements parce que le pays a besoin de ces ressources-là. Par ailleurs, le port autonome de Cotonou a entamé des travaux visant à agrandir sa capacité d'accueil. Ces efforts de modernisation lui permettront de passer de 526 000 à 800 000 conteneurs équivalent 20 pieds d'ici à 2025. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.